Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 15 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un passage, ça fait longtemps que je vous ai pas lu quelque chose. Tiré de ceci, Sébastien Hafner, Histoire d'un Allemand. Alors c'est un juriste, c'est un jeune juriste qui, les mois qui ont suivi l'arrivée d'Hitler, un éditeur lui a demandé de, d'écrire sur ce qui est en train de se dérouler. Et puis, la guerre est arrivée et l'auteur, et finalement, la guerre a éclaté et le manuscrit n'a jamais été publié. Et l'auteur s'est exilé et on a réédité ce livre-là quelques temps après sa mort, en 2000. Alors, si je vous parle de ceci, et je vais vous lire le passage, je vais vous parler un tout petit peu. Je vais vous parler un tout petit peu de l'élection de Donald Trump et je vais vous confier un certain nombre de choses par rapport à ça, dont la première, je n'ai absolument pas suivi la campagne électorale. Absolument pas. Vous allez me dire, ça ne m'autorise pas à en parler. Eh bien, avoir le nombre de gens qui se sont trompés dans leur diagnostic et dans leur pronostic, ben, j'ai toute licence, moi aussi, pour ajouter ma voix à cette chose-là. Et j'ai très curieusement une réaction de peur rétroactive. C'est un peu comme si je me réveillais d'un rêve. En fait, regardez, je n'ai pas suivi ça. Et là, tout à coup, je réalise, dans la nuit, une nuit assez difficile, que Trump est élu. Et là, j'ai relu, j'ai écouté les documents, j'ai revu à rebours ce qui s'était passé et ce qui a conduit à sa victoire. J'avais, et j'ai toujours dans mes contacts dans les réseaux, des gens qui étaient pour Trump parce que beaucoup d'entre eux fantasmaient sur le fait que Trump était pour donner un grand coup dans la termitière, que Trump était le candidat establishment. Aujourd'hui, ce que je m'aperçois, c'est que ces gens-là sont très mutiques sur les choix que Trump est en train de faire, qui sont à la fois un renforcement de l'establishment et à la fois aussi des personnages qui donnent une caution idéologique à ce régime. Alors vous voyez, d'un côté, on renforce les structures qu'on souhaitait voir abolies, ou enfin qu'on souhaitait voir malmenées, et de l'autre, on distille à l'intérieur de cet organisme-là une sorte de venin idéologique qui va sans doute mettre à mal la démocratie américaine et aussi la vie politique. Alors c'est assez étonnant de voir un individu qui, après avoir réveillé les instincts criminels, jamais parfaitement endormi d'une Amérique qui, comme vous le savez, a quelques péchés considérables à son actif, eh bien, a réveillé ces mauvais démons-là pour permettre de se rendre là où il est. Et ce même individu fait maintenant des appels au calme. Et ça reste assez étonnant. Dans le contexte, il ne m'apparaît pas légitime, lui, enfin, de faire des appels au calme. Alors, mais on devine bien que les membres de l'establishment, qui maintenant en ont fait un des leurs, vont le sommer de réprimer violemment, d'user les mêmes méthodes qui lui ont permis de prendre le pouvoir pour écraser, sinon mater, sinon endiguer une révolte populaire, une indignation populaire qui ne manquera sans doute pas de se faire sentir dans les prochaines semaines aux États-Unis. Il faudrait rappeler simplement que les mouvements de masse de manifestation, généralement, sont de courte durée. On ne peut pas rouler là-dessus. Ça va prendre de la part de certains militants américains d'investir les lieux de pouvoir, que ce soit dans les comtés, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les conseils, d'aller occuper une place. Une place et
d'être des grains de sable dans l'engrenage maléfique qui est en train de se mettre en place. Mais ce qui m'a frappé surtout, outre le fait que la plupart des analystes se sont trompés dans leurs analyses, moi je me suis pas trompé, je me suis pas prononcé, c'est une espèce d'incapacité à réfléchir sur ce qui est en train de se dérouler. Alors je vous lis un passage qui est à mon avis très très éclairant. Tel est le processus évident, clair et bien délimité qui se présente aujourd'hui avec le recul à l'observateur. Tandis qu'il se déroulait, il m'était bien sûr impossible de le voir dans son ensemble. Je sentais bien, et c'était assez terrible, que tout cela était écœurant jusqu'à la nausée, mais j'étais incapable d'en saisir et d'en classer les éléments. Chaque fois qu'on essayait de comprendre, on voyait s'interposer comme un voile ces discussions infiniment oiseuses et stériles, toujours recommencées, au cours desquelles on s'efforçait de faire entrer les choses dans un système de notions politiques obsolètes qui ne leur étaient plus adaptées. Comme ces discussions paraissent inconsistantes aujourd'hui, quand un caprice de la mémoire en fait remonter à la surface des bribes et des lambeaux. Avec toute notre culture historique bourgeoise, nous étions intellectuellement démunis devant cette évolution qui ne s'était jamais produite dans tout ce que nous avions appris. Les explications étaient absurdes, les tentatives de justification parfaitement stupides, mais les constructions de fortune que la raison tentait d'édifier autour de ce sentiment d'effroi et de dégoût qui ne trompait pas étaient aussi désespérément superficiels. Tous les ismes qu'on mobilisait étaient d'une vanité qui me fait frissonner quand j'y pense. En outre, la vie quotidienne était un obstacle à l'analyse lucide, la vie qui continuait, encore que définitivement irréelle et spectrale, chaque jour tournée en dérision par les événements dans lesquels elle s'inscrivait. J'allais encore au tribunal comme avant. On y disait toujours le droit, comme si ce mot signifiait encore quelque chose. Et le conseiller juif, qui faisait partie de ma chambre, siégeait toujours tranquillement en toge derrière la barre. Il est vrai que ses collègues le traitaient déjà avec cette délicatesse pleine de doigté qu'on témoigne au grand malade. Je continuais d'appeler au téléphone mon ami Charlie. Nous allions au cinéma, buvions du Chianti dans un bistrot à vin, allions danser quelque part. Je continuais à voir des amis, à discuter avec des camarades, à fêter des anniversaires en famille, mais alors qu'en février, on pouvait encore se demander si tout cela ne signifiait pas le triomphe de la vraie vie, de la réalité indestructible sur les agissements nazis, on devait désormais admettre que ce n'était plus au contraire qu'un mécanisme automatique et ceux qui démontraient à chaque instant le triomphe des puissances ennemies qui le submergeaient de toutes parts. Et pourtant, curieusement, c'était entre autres choses la poursuite machinale de la vie quotidienne qui s'opposait à une quelconque réaction énergique et vitale contre la monstruosité. J'ai déjà dit comment la trahison et la lâcheté de leur chef avaient empêché les équipes des autres groupes politiques de se mobiliser contre les nazis. Cela n'explique pas pourquoi il n'y eut pas, ici, là ou ailleurs, un individu pour se dresser et se défendre spontanément, sinon contre l'ensemble, du moins contre quelques injustices particulières, quelques scandales survenus non loin de lui. Je n'ignore pas que cette question inclut un reproche à l'égard de moi-même. À cela s'opposait précisément le mécanisme de la vie courante. Il est probable que les révolutions et l'histoire dans son ensemble se dérouleraient bien différemment si les hommes étaient aujourd'hui encore ce qu'ils étaient peut-être dans l'Antiquité, dans l'antique cité d'Athènes, des êtres autonomes
avec une relation en ensemble, au lieu d'être livrés, pieds et poings liés à leur profession et à leur emploi du temps, dépendant d'une foule de choses qui les dépassent, éléments d'un mécanisme qu'ils ne contrôlent pas, marchant pour ainsi dire sur des rails et désemparés quand ils déraillent. La sécurité, la durée ne se trouvent que dans la routine quotidienne. À côté, c'est tout de suite la jungle. Tout Européen du XXe siècle le ressent confusément, avec angoisse. C'est pourquoi il hésite à entreprendre quoi que ce soit qui pourrait le faire dérailler. Une action hardie, inhabituelle, dont lui seul aurait pris l'initiative. D'où la possibilité de ces immenses catastrophes affectant la civilisation, telle la domination nazie en Allemagne. Alors, il a pris le pouvoir, il a été nommé chancelier en janvier 1933, et très, 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 très rapidement, il s'empare des outils législatifs et impose à un rythme effréné leur cadence. Alors, je sais, certains pourront se récrier de ce parallèle avec Trump et Hitler. Eh bien, Hitler est devenu Hitler dans la mesure où il a rempli précisément ses promesses. Et Trump deviendra Trump dans la mesure où il remplira également les siennes. S'il se normalise, comme certains semblent penser, eh bien, ce qu'il aura mis en marche pourrait le rattraper. Les forces historiques pourraient le rattraper et le contraindre, bien malgré lui, à réaliser son programme. C'est ça qui est terrible, c'est l'espèce d'engrenage dans lequel nous sommes pris maintenant, et un engrenage qui obéit à sa propre dynamique, si je pourrais dire, à la fois de dévoilement et de mise en mouvement, qui pourrait dépasser tous les acteurs présents, incluant les acteurs actifs, et nous, témoins passifs, risquons de ressentir de plus en plus vivement cette impuissance, comme le relate Hafner, une sorte d'impuissance parce que nous avons également notre vie à vivre. Et ces événements qui se déroulent là, présentement, en temps réel, qui nous apparaissent d'un certain côté lointain et irréel, eh bien, nous avons de la difficulté à être en phase. Et comme nous ne sommes pas des témoins passifs, eh bien, nous ne sommes pas des témoins passifs, nous ne sommes pas non plus des gens qui avons réponse à tout, qui jugeons les choses de haut comme si nous n'étions pas concernés. Eh bien, je pense que nous aurons peine à comprendre ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Connaissez la suite. Ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Vous pouvez me rendre visite. Vous pouvez également joindre ma page Facebook et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, Bruno Lalonde. Merci. Bonne journée à tous. Je vous montre le livre. Sébastien Hafner, Histoire d'un Allemand. Souvenir 1914-1933, mais c'est la période de 1933 qui nous intéresse. Un livre remarquable, un témoignage, non pas d'érudits, mais d'hommes de terrain. C'est peut-être de ça qu'on a davantage besoin. Il me semble que les érudits sont partout, et les commentateurs également. Merci, bonne journée à tous.